Je vais continuer mes propos tout à l'heure. Je vais vous présenter le dispositif PrevCamp, donc prévention des conduites addictives en milieu professionnel. C'est un dispositif national, au sens où du coup, c'est un dispositif qui est gratuit pour les entreprises et les structures publiques. C'est une convention entre l'ANACT et le Fonds de lutte contre les addictions, et donc ancrée sur les territoires et leurs spécificités, puisqu'en fait, on parle de dispositif national, puisqu'il y a 14 ARACT engagés dans ce dispositif. Et donc ancré sur les territoires en lien avec leurs spécificités, puisque, comme vous le savez, les régions ont des spécificités différentes. Par exemple, du coup, sur les 14 ARACT engagés, il y a la Normandie, mais il y a aussi des territoires ultramarins comme la Martinique. Et vous doutez bien qu'entre les conduites addictives que l'on peut trouver en Normandie et en Martinique, de fait, la culture est différente, le lien à des produits aussi est différent, puisqu'en Martinique, par exemple, il y a de très bons rhums. Et qu'en Normandie, on a le Calvados. Enfin voilà, juste pour vous illustrer la spécificité des différents territoires et leur culture. Je vous parle aussi de la charte ESPER. Alors effectivement, tout à l'heure, vous allez entendre aussi ESPER, mais ESPER qui correspond à autre chose. Vous dire en fait que cette charte ESPER, c'est l'acronyme de les entreprises et les services publics s'engagent résolument. Comme je vous disais, c'est un dispositif qui est en lien avec le Fonds de lutte contre les addictions, donc la LIDECA, une mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives. Et donc cette charte a été mise en place pour un employeur pour pouvoir justement engager des actions en matière de prévention des conduites addictives, et cette charte recouvre 4 engagements. Du coup, définir un projet global de prévention des conduites addictives dans le cadre de la promotion de la santé au travail, instaurer le dialogue et créer un climat de confiance, mettre en œuvre une démarche de prévention non stigmatisante respectant la dignité des personnes et accompagner les travailleurs vulnérables et prévenir la désinsertion professionnelle. Donc si un employeur est intéressé pour investir le sujet de la prévention des conduites addictives en milieu professionnel, il peut signer la charte. Bien évidemment, dans cette charte, comme vous l'aurez compris, il y a une notion de dialogue social qui apparaît pas forcément en tant que tel, mais l'objectif, c'est aussi de travailler avec les élus du personnel s'il y en a dans la structure. Pour vous expliquer, je disais dispositif national, donc comme il y a des spécificités sur chaque territoire, je vais vous la dessus. Comme il y a des spécificités sur chaque territoire, vous aurez le PowerPoint de toute manière. Donc le dispositif se met en place de manière différente sur chaque territoire. En Normandie, il y a un comité de pilotage régional qui a été mis en place en octobre 2022, qui est paritaire, qui comprend à la fois des acteurs du champ du travail, de la prévention, de la santé au travail, de la dictologie, donc organisation patronale, organisation syndicale de salariés. À ce jour, ces organisations composent ce comité de pilotage régional, avec une complémentarité avec les travaux qui sont engagés dans le cadre du PRST Normandie. Et du coup, il y a des actions que l'ARACT peut mener en accompagnant des entreprises et des structures publiques. Oui, désolé. Il y a le comité régional en matière de santé au travail pour tous les salariés, donc qui est de façon paritaire, et c'est là qu'on va établir le plan régional de la santé au travail. C'est pour ça qu'il y a, tout ce qui c'est ce dispositif-là, des risques, c'est dans le projet régional de santé au travail qui est en cours. D'accord? Donc, il faut savoir que dans les cas de plan régional, je siège également. Il y a, à la CFDT, les présentes, il y a 4 membres au niveau du CROP, et chaque groupe de travail, la CFDT, elle est
sur ces thématiques-là. Donc, on a qualité de vie au travail. Donc, on a des membres ici sur la salle qui font partie. Donc, à chaque groupe de travail régional, il y a des membres. On parle des RPS, par exemple, également, la désinsertion professionnelle. Donc, c'est juste pour ajouter qu'il a la RACT, la copilote, au pilote, pas mal de ces thématiques. Du coup, je reprends avec le comité de pilotage régional Prévecamp. Donc, c'est un comité de pilotage. Comité de pilotage. Pourquoi un comité de pilotage régional? Parce qu'effectivement, il y a différents acteurs qui interviennent autour de l'entreprise sur le sujet de la prévention des conduites addictives. Et donc, l'idée, c'était de réunir des acteurs locaux qui ont des champs de compétences complémentaires et qui ne se réunissent pas forcément pour justement, du coup, pouvoir mettre en commun justement les connaissances, mieux comprendre aussi ce que chacun fait, et puis du coup pouvoir mettre en place une offre de service co-construite avec justement les regards croisés de chacun. Le rôle du COPIL, on a des petits soucis informatiques. Le rôle du COPIL, c'est vraiment pouvoir partager et aussi orienter des actions sur le territoire. La RACT Normandie, comme je le disais, propose aussi des formules d'accompagnement. Je vais bien la défaut suivante. Oui, c'était celle-là, pardon. Merci. Donc au niveau de la RACT Normandie, on propose des informations sensibilisation. Du coup, c'était en 2023, en 2024 également, avec toujours la même cible, chef de service, direction, directeur, représentant du personnel, mais par contre, pas directement les salariés, puisque notre cœur de métier, ce n'est pas d'informer sur les conduites addictives les salariés. Donc là, pour le coup, je vous renverrai plutôt sur les acteurs de la prévention et de la dictologie qui peuvent du coup faire ce type d'information. Du coup, il est mis aussi en place des ateliers. En 2024, on va mettre en place une action collective. Et donc, du coup, au niveau des modalités, on est toujours dans l'expérimentation et de l'accompagnement collectif, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Je vais bien le suivre. Ouais. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un lien entre le travail et les conduites addictives, puisqu'on voit que les conduites addictives impactent le travail. Alors, le plus communément, vous avez tous déjà été témoins ou avoir entendu déjà le fait que vous pensiez qu'un de vos collègues ou un manager a fait référence à une personne qui serait en état d'ébriété dans la structure et comment je gère cette problématique. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi un lien entre le travail et les conduites addictives, et je vais vous l'expliquer avec la diapo suivante. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce matin, du coup, en fait, on s'appuie beaucoup sur l'ouvrage Se doper pour travailler, que vous connaissez peut-être ou pas, qui a été du coup élaboré par Renaud Crépin, Dominique Lullier et Gladys Lutz, qui sont des chercheurs politologues, psychologues du travail, ergonomes. Et du coup, ils ont identifié 3 origines des consommations en milieu professionnel. Donc l'importation, une consommation du coup de vie privée qui du coup va déborder sur l'entreprise, l'acquisition, donc la consommation existante sur l'entreprise, la consommation sur l'entreprise et l'adaptation qui correspond à une stratégie pour tenir le coup face à l'accompagnement au collectif qui est difficile à supporter. Donc par rapport à, décidément on n'a pas de chance, par rapport à cet ouvrage, finalement cet ouvrage en fait pose la question du dopage professionnel et de la consommation de substances psychoactives qui est finalement un véritable objet de ressources humaines et non plus uniquement de santé publique ou liée à la sphère privée ou à la thématique de la dictologie. Cet ouvrage met en évidence en fait
l'usage de substances psychoactives. Donc, la première, c'est anesthésier, pouvoir consommer pour anesthésier, pour, entre guillemets, par exemple, oublier une situation complexe. Stimuler et euphoriser, par exemple, une consommation pour, voilà, j'ai des objectifs de vente à faire, je vais consommer, comme ça, je vais pouvoir faire, ça va me donner du boost, je vais pouvoir faire mes objectifs. Récupérer et décompresser. Ça peut être, voilà, je vais là aussi consommer en fin de journée, j'ai une journée vraiment harassante, je vais prendre un petit verre de vin ou autre, voilà, un petit cannabis, comme ça va me faire du bien. Et puis aussi l'intégration dans le collectif, pouvoir intégrer le collectif. Typiquement, pour l'entreprise. Journée de travail à l'extérieur, prendre un petit verre, voilà. Donc ça, c'est 4 fonctions professionnelles de l'usage de substances psychoactives qui ont été identifiées. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, je veux bien la suivante en place. Ce qu'on sait, c'est que le travail, c'est une source de développement, puisque ça a du sens, on permet de développer des compétences, on développe aussi des relations sociales, ça permet aussi de construire son identité professionnelle, et puis c'est aussi satisfaisant de voir qu'on accomplit le travail. De l'autre côté, on voit que le travail, c'est une source de contraintes. Il y a des conditions d'emploi et de travail spécifiques. Il faut aussi s'adapter. Et je m'adapte. On est aussi en lien avec les autres, que ce soit des collègues, des clients ou autres. C'est une contrainte parce qu'on fait face à des aléas, des difficultés, et aussi on doit satisfaire les objectifs de travail, de l'entreprise. Donc l'organisation du travail, on est toujours entre ressources et contraintes, et c'est à partir du moment où la contrainte est supérieure à la ressource que ça devient compliqué. Du coup, ce qu'on voit par rapport à la thématique des conduites addictives, sachant que ce que je vous ai dit pour l'ANACT, on est toujours sur la spécificité des conduites addictives et non pas addiction. Pour qu'on soit tous au clair, nous ne sommes pas, enfin en tout cas je l'espère, tous des personnes addictes. Par contre, nous sommes tous consommateurs, nous avons tous des conduites addictives. Pour revenir au constat, c'est qu'effectivement, les conduites addictives sont un tabou. Interdire de consommer n'est pas forcément une solution. Ça peut s'avérer inefficace. C'est bien de faire le règlement intérieur, c'est bien d'interdire certaines choses, ou de rappeler certaines choses, mais c'est pas parce qu'on interdit que ça va entraîner l'absence de consommation. Il y a aussi des problématiques récurrentes dans des structures. Il y a aussi des secteurs d'activité qui sont plus exposés aux conduites addictives que d'autres. On regarde l'accessibilité aux substances, aux produits, ça a été dit aussi ce matin. Il y a forcément une porosité entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Et par contre, on pose la question des consommations qui, du coup, ne posent pas de difficultés dans l'activité de l'entreprise ou la performance, typiquement des entreprises où, par exemple, une personne aurait des conduites addictives sur un poste administratif qui, du coup, ne poserait pas en tant que telle une difficulté pour l'employeur parce que la personne peut faire son travail, mais comme ce n'est pas un métier à risque, du coup, l'employeur va laisser la situation plus ou moins se dégrader. Ce qu'on voit aussi, pour revenir sur du coup, les 3 origines de consommation, c'est qu'au niveau de l'importation, c'est souvent la focale de la direction et des acteurs de prévention. C'est-à-dire, voilà, il y a une consommation dans la vie privée, ça impacte l'entreprise. L'acquisition, par contre, c'est vraiment appréhendé par rapport à certains métiers, notamment donc, les métiers sécurité, où il y a un lien avec la sécurité, ou un risque. Par exemple, le métier de routier, là, l'employeur va se dire oui, effectivement, il va falloir mettre en place une politique de prévention par rapport à ces métiers à risque.
L'acquisition aussi, c'est souvent appréhendé par les employeurs du point de vue des temps festifs dits de convivialité par rapport aux cours d'entreprise ou aux séminaires où effectivement l'employeur va se dire oui, finalement, on ne va peut-être pas mettre de l'alcool, voilà, on va faire attention. Et par contre, l'adaptation, alors là, c'est totalement méconnu, voire sous-estimé, et puis, je dirais même complètement dénié. Je ne sais pas, au niveau de vos entreprises, si vous pouvez identifier en tout cas à quel niveau vous voyez la prévention des conduites addictives sur l'une de ces 3 cases. En tout cas, au niveau de l'ANACSM, l'idée c'est de travailler sur les 3 et notamment sur l'adaptation. Parce que dans l'adaptation, on a aussi tout un tas de notions. Par exemple, je pense à une entreprise où une personne a, par exemple, des douleurs dans le corps, va prendre des médicaments pour pouvoir faire son travail, parce qu'il y a un port de charge lourd, et du coup, pour pouvoir faire son travail, la personne va consommer. Donc nous, la démarche de prévention, du coup, c'est une démarche de prévention collective qui est... C'est un petit peu trop tôt. Non, c'est... Pardon. Oui. La démarche de prévention, elle va être collective, puisqu'on considère... On considère effectivement que la direction a un pouvoir, c'est le pouvoir de direction de l'employeur. Il y a une obligation de sécurité. Et que, effectivement, il est nécessaire d'avoir une approche disciplinaire individuelle. Et ces 3 éléments-là ne suffisent pas, et l'approche préventive et collective est importante et doit être en complémentarité des autres approches qui existent. Donc la démarche de prévention, je le disais, elle est axée sur 5 postulats. C'est d'abord les impacts sur le travail. L'organisation est une solution. Il faut trouver des solutions durables et qu'une approche multidisciplinaire est nécessaire et que, bien évidemment, l'ensemble des parties prenantes doivent être intégrées au projet de prévention. Et du coup, dans ces parties prenantes, on a les représentants du personnel. Donc, notre point d'entrée, c'est l'entrée par la prévention des risques, par le travail et son organisation, et qu'on fait une compréhension, un lien entre finalement le travail, son environnement et du coup les conduites addictives. On est sur la notion de prévention primaire, anticiper, supprimer le risque, aux côtés de la prévention secondaire qui est protéger, réduire le risque, et aussi de la prévention tertiaire qui est de réparer et l'aspect curatif. On n'est plus en lien du coup avec ce qui est diffusé. Non, c'est une chute. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer. Voilà. Alors, vous dire aussi que, du coup, au niveau de la santé au travail, c'est un sujet qui est de plus en plus, en tout cas, considéré par les salariés, puisque, voilà, il y a eu une enquête qui a été faite en juin 2023, où finalement, la santé est un sujet qui est important pour les salariés, auquel les employeurs finalement ne prêtent pas forcément attention. Dans cette enquête, on comprend que l'accompagnement sur la prévention des risques liés à l'alcool et au tabac est mis en place, semble-t-il, par 40% des structures. Donc on peut voir par rapport à ce qui a été dit ce matin qu'il y a encore certainement des efforts à faire en termes d'information, de sensibilisation sur le sujet. Alors je vais aller directement vous expliquer ce qu'on a fait au niveau de la RAC de Normandie. En 2023, je vous le disais, on a informé, sensibilisé sur le sujet à 3 reprises. Donc, c'est des ateliers de 2h30, 3h, en présentiel ou en visio.
On a aussi réalisé des ateliers, notamment un cycle d'ateliers, de 4 ateliers, qui étaient donc structurer la démarche de prévention des conduites addictives au travail pour ma structure, intégrer les conduites addictives dans la prévention des risques professionnels dans ma structure, donner un nouveau souffle à la prévention des conduites addictives au travail dans ma structure, et enfin expérimenter la prévention des conduites addictives dans ma structure. On a fait un autre atelier début octobre sur justement le sujet, qui était de pourquoi et comment aborder le sujet. Les premiers retours, c'est qu'il y a un intérêt des entreprises et des structures publiques pour prévenir les addictions et les conduites addictives. On est quand même beaucoup tourné sur les addictions, donc avec une focale qui finalement est spécifique parce qu'on n'est pas tous addicts. 5% de la population ont des addictions en France. Heureusement, j'ai envie de dire, mais c'est encore trop. En tout cas, voilà, c'est très tourné addiction, avec aussi un fort intérêt sur les aspects juridiques et sécuritaires en priorité. Et du coup, il y a des personnes, en tout cas des entreprises et des structures qui ont mis en place des actions qui finalement relèvent plus de la prévention tertiaire, donc du curatif, régler des situations complexes, des situations individuelles, ou sur la prévention secondaire, donc là on est encore assez loin de la prévention primaire. Donc le levier d'action, c'est effectivement pouvoir travailler sur l'organisation et la prévention. Je vous transmettrai tout à l'heure au fond de la salle un flyer pour expliquer du coup ce que l'on fait. On a donc des éléments de production visés par le COPIM en 2024, notamment il y aura une consultation sur les conduites addictives au travail qui va être envoyée auprès des employeurs. Un support aussi de sensibilisation pour les TPE, parce qu'il existe des choses, malheureusement pour les TPE, c'est souvent assez décentré de leur entreprise qui est avec un effectif assez réduit. À venir, à la fin du mois, le 28 novembre, un atelier spécifique qui est dédié à la question quel repère et quel outil mettre en place. Alors je vous invite à venir parce que jusqu'à présent, dans les retours que j'ai aussi, j'ai des employeurs qui participent aux informations, sensibilisation et aux ateliers, mais à ce jour, aucun représentant du personnel n'est venu. Alors ça pose quand même des questions. Aucun n'est venu, donc vous aurez dans le PowerPoint les éléments si vous voulez vous inscrire. En tout cas, vous aurez le flyer pour avoir plus d'informations. En 2024, du coup, je rebondis. Des ateliers PrevCamp seront organisés autour du dialogue social parce que c'est un sujet, comme on le disait tout à l'heure, qui doit être aussi en lien avec le document unique d'évaluation des risques professionnels et qui peut être discuté ou qui doit être discuté en CSE. Donc, vont être organisés des ateliers spécifiquement dédiés aux représentants du personnel et aux représentants des employeurs pour comprendre comment le sujet est saisi en la matière. En 2024, je le disais, une action collective qui permettra d'accompagner les entreprises et les structures publiques sur le sujet. Donc, il y aura un webinaire d'information qui sera prévu le 11 décembre, normalement, pour vous expliquer un peu plus les modalités pratiques de cette action collective. Et en 2024, deux accompagnements d'entreprises ou de structures publiques qui seront accompagnés sur des innovations. Alors, c'est des critères nationaux qui seront identifiés, donc pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Pour faire du lien, et j'ai bientôt fini, effectivement, il y a différents acteurs qui interviennent autour des conduites addictives et des addictions. Donc, vous aurez aussi dans le PowerPoint, du coup, les acteurs principaux en matière d'addiction et de conduite addictive. Je pense notamment à la Fédération Addiction sur lesquels différents outils peuvent être aussi pris. Alors, c'est souvent des ouvrages assez denses. Donc, venez plutôt aux ateliers, vous aurez la synthèse. Il y a le dispositif d'appui à la politique addiction Normandie, où sont référencés les différents services de prévention, notamment des XAPA, qui peuvent justement informer, sensibiliser les salariés sur la partie addiction. Donc, vous aurez le site internet. Donc ça peut être aussi
voilà, une ressource pour vous. Et puis voilà, il y a Addicted Pro, sur lequel aussi vous pouvez trouver pas mal de fiches pratiques sur le sujet, et Addiction France aussi. Bien sûr, sur l'aspect juridique, il y a les DEX. Je pense aux organisations patronales et syndicales, j'étais obligée de le dire, qui peuvent aussi être des ressources. Et puis les fédérations professionnelles. Ne pas oublier les services de santé et de prévention au travail, qui peuvent aussi vous accompagner sur le sujet, notamment par rapport au suivi des salariés, là aussi en termes d'information et de sensibilisation des salariés, des managers sur le sujet. Certains, du coup, services voilà, font de l'information de sensibilisation, d'autres non. Et puis le site de la CARSAT Normandie, qui, semble-t-il, n'a pas encore mis en place d'outils sur le sujet. Mais voilà, c'est un acteur de prévention, donc là aussi, il était important de la nommer. Bonjour à tous. Donc nous, j'ai parlé du groupe Esther, un groupe qui s'est créé donc, sur une société pétrolière, donc ExxonMobil, je ne vais pas la nommer. Je vais laisser dans un premier temps Elvar vous en parler. C'est un groupe qui s'est créé, je pense que pour faire le lien avec ce qui s'est dit ce matin, qui est un peu sur la levée du tabou. Donc on n'est pas du tout un groupe de soins, on n'est pas un groupe d'accompagnement des salariés vers l'abstinence. Nous, on est là dans la prévention, on est là pour parler, pour que les gens aient de l'information, qu'on les sensibilise à l'action des différentes addictions, de façon à ce qu'ils continuent, qu'ils arrêtent, mais en tout cas qu'ils soient en connaissance de cause. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, rien que le fait qu'on existe et qu'on puisse faire des interventions, des sensibilisations, tout ça donc avec bien évidemment l'accord de la direction et des groupes, organisations syndicales, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on en parle dans l'entreprise et que donc il y a des personnes qui sont là pour écouter, et ça libère la parole aussi, enfin c'est tout ça le but recherché, comme le disait Elvar ce matin. Donc je vais le laisser tout d'abord vous parler un petit peu de la création du groupe, un petit peu de la genèse. Bonjour. En fait, alors je vais faire un peu d'histoire. Dans les années 80, l'association qui m'employait, donc qui s'appelait à l'époque l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme, le mot déjà est extrêmement chargé, a proposé un modèle de prévention pour aborder les problèmes de consommation en entreprise. Jusqu'à ce jour, les actions qui étaient faites en entreprise, c'était des choses ponctuelles, la plupart du temps reposant sur un binôme service santé au travail et ce qu'on appelait à l'époque un ancien malade qui venait apporter son témoignage. Le modèle qui a été proposé au milieu des années 80, c'était le modèle de ce qu'on a appelé les groupes de prévention. L'idée, c'était j'ai pris quelques notes. Alors, c'était d'abord d'inscrire une action dans la durée. Terminer les actions ponctuelles coup de poing. C'est-à-dire que l'employeur s'engageait, la plupart du temps en consensus employeur instance représentative, s'engageait dans une démarche dont on ne déterminait pas à l'avance, théoriquement qui devait être pérenne. C'était une action qui était menée par un groupe de salariés de l'entreprise. C'était la fin du primat de la supériorité de l'intervenant extérieur, qui est peut-être un très bon addictologue, mais qui n'y connaît rien au monde du travail. Je disais souvent, ça agaçait mes collègues, que dans le médico-social, on ne savait pas ce qu'était le monde du travail. C'était un peu outrancier, mais à l'époque, la notion de production, d'efficacité, bon, passons. Donc l'idée, c'était que la parole, dont vient de parler Nathalie, soit portée par des salariés. Que ce groupe soit composé de salariés représentatifs de l'ensemble des strates hiérarchiques et de l'ensemble des différents services. L'idée était d'avoir une connaissance maximum de ce qui se passait dans l'entreprise. Quels étaient les mots à ne pas employer? Un intervenant extérieur, il ne les connaît pas. Je me souviens un jour d'une entreprise où nous on parlait de charte. Et on voyait bien que nos interlocuteurs s'agitaient. Pour eux, la charte, c'était à chaque fois le mot de la direction. Voilà. L'objectif, c'était de modifier la culture de l'entreprise
en parlant des problématiques de consommation sous des formes ludiques, etc. Et c'était d'amener des informations les plus objectives possibles sur les risques. Alors, je vais rebondir sur ce que disait Nathalie. Il n'était pas question de prendre en compte des problématiques individuelles. On n'était que, alors, c'est vrai que moi je n'utilise pas le terme de prévention primaire, mais c'est la même chose, on était dans le champ de communication. Et le paradoxe, c'était que les groupes qui étaient les plus efficaces étaient ceux où il y avait le moins de représentants du personnel médical. J'ai rien contre le personnel médical s'il y en a dans la salle. Donc c'est comme ça que Esper est né. On dirait qu'aujourd'hui, ce modèle, il est difficile à maintenir parce que ça nécessitait du temps. Les collègues qui faisaient la prévention auprès de leurs collègues n'étaient pas productifs. Donc aujourd'hui, ça pose problème. Et puis un autre point dont je n'ai pas parlé ce matin, mais que je voulais absolument remplacer, avant de leur redonner la parole, c'est que l'approche des problématiques addictives dans le monde du travail n'est pas une obligation pour l'employeur. Si vous n'avez pas de DUERP, vous allez vous exposer au foudre de l'administration. Sur cette thématique, il n'y a pas d'obligation. Donc, force est de constater que parfois, c'est la personnalité du directeur de l'entreprise ou d'un ou deux leaders de l'entreprise qui fait que l'action peut se mettre en place. Moi, j'ai connu bon nombre d'actions mises en place, et puis quand les géniteurs, entre guillemets, de l'action quittaient l'entreprise, eh bien, on me disait, bon, vous allez vous calmer, hein, ça remue trop de choses. Quand on ouvre la parole autour des problématiques de consommation, on ne sait pas ce qui va sortir de la parole des personnes. Et ça, dans certaines circonstances, pour un employeur, ça, et pas que lui, ça peut paraître dangereux. Donc ça, c'est l'absence d'obligation légale. Moi, si un jour je deviens Premier ministre, ça n'arrivera pas, mais je mets une obligation d'aborder ces sujets. Voilà. Donc Pierre a été présent au départ. Oui, alors le groupe, j'ai oublié une chose, quand on va être rapide, le groupe était formé de manière d'acquérir une base de connaissances en addictologie commune qui permettait de dépasser les clivages liés au collectif d'appartenance. La caricature, les représentants de la direction ne rêvent que d'une chose, c'est d'éradiquer les consommations. Je suis toujours dans la caricature. Les collègues des instances représentatives ont comme objectif de protéger tout le monde. Donc si on ne dépasse pas tous ces clivages, toutes ces représentations d'appartenance, en faisant une sorte de consensus sur l'intérêt de porter une parole sur les risques et de favoriser l'accompagnement des gens qui sont en difficulté, ça n'avance pas tellement. Donc, c'est tout ce que je voulais dire, parce que les véritables acteurs de l'action, oui, alors, je dis, cette formation, à l'époque, c'était le grand luxe, ça durait 5 jours, vous imaginez, et on passait 2 heures pour manger, en fleurs. Voilà. Et le rôle de l'intervenant extérieur, c'était d'accompagner le groupe dans l'évaluation de ses actions. Dernier point, le constat que je fais toujours, encore aujourd'hui, c'est que les groupes ou les intervenants qui agissent dans le milieu professionnel ont du mal à évaluer la réalité de leur action. Très souvent, ils sont dans l'attente d'un résultat idéalisé qui n'est pas possible. Mais des petites avancées, c'est vraiment des choses qu'on retrouve. Et l'idée aussi était de sensibiliser les autres acteurs de l'entreprise pour arriver à mettre en place des formations, des procédures de contractualisation dont je parlais ce matin. Voilà. Ouais, bonjour à tous. Donc, ce groupe-là, il existe parce qu'il y avait un militant qui avait été dépendant d'alcool et un jour, il a un problème de santé, il va voir son médecin du travail, parce qu'il est sur le temps du travail, et son médecin lui donne un sirop à prendre là sur place.
Et ce militant a vu que c'était un long combat pour combattre son addiction. Et il a regardé tout simplement comme il fait à chaque fois. Il a vu qu'il y avait de l'alcool dedans. Et là, il a dit non, stop, c'est pas possible. On me donne ça, je reprends aussitôt. Donc ça a été sur un coup de colère qu'il a d'abord en parlé aux représentants du personnel, et ensuite c'est passé en CHSCT avec la direction. Et de là est sortie l'idée de faire un groupe pour travailler par rapport aux addictions, parce que c'est un combat difficile une fois qu'elle est installée, et donc il est plus intéressant de travailler en amont pour qu'elle n'y arrive pas. Donc ça a été, le groupe a été constitué dès le départ, assez nombreux. Et il y a des personnes pour qui ça peut être, il y avait des priorités, il y avait des représentants du personnel. Au niveau des représentants du personnel, ça n'a pas toujours été simple d'avoir du monde présent. Bon, c'est vrai qu'il y a les fonctions syndicales, mais c'est pas toujours facile aussi, en tant que représentant du personnel, donc j'en faisais partie, d'être porteur de ce groupe-là, et que les collègues ne prennent pas ça forcément uniquement à la rigolade. Donc, il y avait un vrai travail aussi sur le terrain, pour dire oui, mais écoute, on est dans l'arbre des causes, on cherche les causes qui font que il y a cette problématique qui arrive. Là, on est sur le même problème. Donc, si on parle d'abord de ce qui peut amener la dépendance, on va peut-être éviter à ce que les collègues connaissent ça. Donc, c'était un peu ce travail-là. Et la direction, donc après négociation, je ne sais pas si c'est le terme, mais pas mal de discussions, il y a eu création de ce groupe, et heureusement, rapidement, on a eu Edouard Destos qui est arrivé pour nous conseiller, parce que voilà, et cette formation dont a parlé Edouard aussi, pour qu'on ait tous une base commune, savoir de quoi on parlait, et puis les enjeux, et puis réfléchir, c'est quelles actions on pourrait faire. Voilà. Je pourrais dire un peu sur la gestion du groupe. Donc, en 2001, donc, à l'initiative d'un salarié, qui était un militant, donc, ça a été validé par un CHSCT, qui était un CHSCT élargi, puisque c'était 3 entreprises Exxon en même temps. Et puis, du coup, on a travaillé sur une charte de fonctionnement, pour voir un peu, pour se fixer un cadre. Il est important de savoir ce qu'on veut faire, l'objectif, et avec quels moyens on peut le faire, quels sont les moyens qu'on peut avoir pour le faire. Et puis chaque année, il y a une réunion annuelle pour refaire le plan, pour regarder les actions qu'on a menées et réfléchir aux actions qu'on va mener là-dessus. Voilà. Je vais laisser Nathalie continuer la présentation. Oui, donc je ne suis pas présentée au début, je suis donc assistante sociale pour la société chimie, enfin la partie chimie de la société. Et là, donc, le groupe Esper, c'est un groupe qui est plateforme, donc qui est autant pour la chimie que pour les huiles, que pour le pétrole, puisqu'on est sur une entreprise pétrolière. Alors, Esper, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire écoute, substance, prévention, échange, risque, tout ce qu'on dit depuis ce matin. On l'a regroupé en un seul mot, et on est d'ailleurs content que le mot ait été repris pour faire la charte. Bravo. Donc, actuellement. Je me permets juste de dire que c'est la MIDECA qui a mis en place. Oui, ils nous ont copiés. Je ne pensais pas qu'on était aussi célèbres. Donc actuellement, où on est un groupe de 10 volontaires, donc ce sont tous des salariés actifs ou retraités, ou en CSC, ce qu'on appelle pré-retraite dans notre milieu. Et donc on dispose ce qu'on appelle nous un sponsor, c'est-à-dire qu'en fait c'est un représentant de la direction qui essaie de regarder si effectivement on est bien en adéquation avec la charte et les objectifs qu'on s'est fixés. Et on dispose d'un budget de fonctionnement donc, qui est alloué au groupe par l'entreprise, donc qui est renouvelé tous les ans. Donc ce budget nous sert à faire des actions, à acheter du matériel, à faire des publications, etc. Donc tout ça pour distribuer dans l'entreprise et faire des actions un petit peu de prévention, d'aller un tout petit peu en dehors des murs pour continuer à porter ce message de sensibilisation. Donc c'est ce message-là, effectivement, donc la mission c'est de prévenir, de sensibiliser l'ensemble du personnel, ce que je disais tout à l'heure. La formation que nous dispense Edouard quand on entre dans le groupe, c'est effectivement de bien savoir que quelle que soit notre fonction dans l'entreprise, qu'on soit
du côté de la direction, qu'on soit du côté du médical, où on a nos métiers à faire, mais là, dans le groupe, on n'est pas là ni pour soigner, ni pour sanctionner, on est là vraiment pour sensibiliser et accompagner et donner un maximum d'informations pour que chacun prenne ses décisions en connaissance de cause. Donc on a depuis 3 ans, je dirais à peu près, un petit peu élargi les actions qui étaient au début quand même vraiment limitées à l'alcool ou aux drogues. On a rajouté les médicaments qui étaient utilisés en automédication, puis les médicaments qui étaient prescrits par les médecins, mais pas toujours en connaissance de cause par rapport au métier exercé par les collègues. Donc, je vous rappelle quand même qu'on travaille nous sur une zone de CDSO2, donc il y a quand même des risques de sécurité importants. Et c'est tout simplement des fois dire à nos collègues, n'oubliez pas de dire à vos médecins traitants que vous travaillez comme opérateur dans une entreprise pétrolière et que un petit peu de manque de concentration, de choses comme ça peut un tout petit peu faire exploser les choses pour tout le monde, il n'y aurait pas que vous en cause. Donc voilà, des petites informations pour pas oublier de transmettre et de prendre en compte, au même titre que l'alcool et certains médicaments qui peuvent mettre en cause la santé de certains des collègues. Donc voilà, et donc on essaye autant on a augmenté donc un peu notre panel d'informations, on a aussi voulu parler de l'utilisation abusive des smartphones, le jeu dans tous ses états, que ce soit le jeu au casino, les jeux en ligne, l'addiction aux écrans. On a même aussi parlé de l'addiction au sexe, donc ça a été un peu compliqué d'en parler, mais on en a quand même parlé. Et puis on essaie de prendre en compte l'évolution des comportements, donc d'apporter aussi une information la plus neutre possible, tout en restant dans le cadre légal que l'on connaît à ce moment-là, notamment concernant le vapotage. Par exemple, au tout début, quand c'est sorti, on ne savait pas trop si c'était nocif, pas nocif, comment est-ce que les gens pensaient qu'il fallait l'utiliser pour arrêter de fumer ou est-ce qu'il ne fallait pas l'utiliser. Bon, on ne savait pas trop rien, mais on a envie d'en parler quand même pour mettre le sujet sur la table. On a parlé aussi par exemple du protoxyde d'azote, ne serait-ce que pour informer les parents de ce que les jeunes pouvaient avoir dans certaines soirées, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, et pouvoir en parler avec leurs ados, ça fait pas de mal. La formation, on en a déjà parlé, donc la formation des nouveaux professionnels, on tient absolument à ce que chacun ait cette formation, au moins dans la première année d'adhésion au groupe, pour qu'on soit sûr de tous parler le même langage et d'avoir les mêmes objectifs surtout. Et puis on échange aussi beaucoup avec les professionnels des centres de soins, donc l'Exapa, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et puis notamment le centre hospitalier de Lisbonne, parce qu'il est juste à côté de nous, mais éventuellement ça peut être d'autres endroits. Comment on fonctionne? C'est simple, on a des réunions mensuelles, donc tous les deuxièmes mardis du mois, on se retrouve et on essaie de faire un petit point sur ce qui a été fait, pas fait, les nouveautés, les informations qu'on a eues à droite à gauche, qu'on a envie de partager, des choses qu'on a vécues. On avance un petit peu avec tout ça. On a une réunion plénière où, un peu le modèle habituel, on fait le bilan de l'année passée, les actions qu'on peut mener, les moyens qu'on se donne, et on essaie d'avoir un fil rouge comme ça pour avancer dans l'année. Et puis de mettre en place, pour faire tout ça, des réunions de travail ad hoc pour que chacun ait un sujet précis à travailler pour essayer de se répartir la charge, puisque, on rappelle, on a tous un métier à côté, mais c'est vraiment basé sur le volontariat. Les hiérarchies sont d'accord pour nous libérer du temps pour faire ce travail-là, mais il reste quand même très limité. Les participations du groupe, c'est les participations en interne. Donc on a par exemple un moment où on est quand même très basé sécurité, donc on a un autre groupe de collègues qui travaillent sur la sécurité, notamment pour les voitures. On a tous les ans un stand qui s'appelle l'arrêt au stand, et donc les gens peuvent amener leur voiture pour faire des contrôles de base de l'hiver, donc les lumières, les essuie-glaces, des choses comme ça. Et c'est le moment que nous on choisit pour être là aussi et mettre en place des petites actions. On va vous présenter tout à l'heure, donc de sensibilisation, des quiz, des choses comme ça, avec souvent des petits cadeaux à la fin en tirage au sort pour ceux qui ont participé. On participe aussi à des actions exceptionnelles à l'externe, donc quand il y a des semaines de sécurité, par exemple dans la commune dans laquelle est implantée l'entreprise,
On peut faire d'autres, voilà, ça dépend un petit peu de ce qu'on voit un petit peu à l'extérieur, ça peut être intéressant qu'on puisse tenter un petit peu notre action, et comme aujourd'hui par exemple, pouvoir peut-être faire des émules dans d'autres endroits pour travailler de cette façon-là. Et puis on a aussi des moments particuliers dans notre entreprise, dans ce qu'on appelle les arrêts métal. Donc c'est des moments où effectivement on arrête de produire pour pouvoir réparer, enfin voilà, essayer de remettre un petit peu le matériel en état et en partir pour quelques années. Et donc c'est un moment particulier dans l'entreprise, donc on essaie d'être présent sur ces petits villages en fait, qui se créent pendant quelques semaines, on dit à peu près. Et donc on intervient souvent, c'est un peu notre créneau favori, c'est le moment du repas en fait, où les gens font des pauses et on essaie de faire des choses un peu spot et rapides, c'est-à-dire que la dernière fois par exemple on avait créé 7 tables et on était à l'entrée et à chaque fois que quelqu'un prenait un plateau, on lui donnait les 7 tables, on s'y connaissait le groupe, c'était voilà, le problème d'alcool, etc. On s'en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, avec le service médical, bien évidemment, puisqu'on travaille quand même, je fais partie du service médical, les collègues médecins et infirmières proposent des consultations de tabacologie et participent au médicaments sans tabac. Donc, bien évidemment, c'est des actions qu'on relaie et voilà, avec lesquelles on travaille. On a un groupe communication qui est le plus important parce que c'est surtout celui-ci qui nous sert pour porter les informations. Donc on a par exemple profité d'un moment où on s'est dit qu'il nous fallait une nouvelle mascotte parce que l'ancienne commençait à vieillir et elle vieillissait aussi en termes de messages puisque on vous a dit tout à l'heure, Pierre vous a dit qu'on était parti sur le thème de l'alcool et donc notre ancienne mascotte s'appelait Barrique et c'était un tonneau. Et bon, comme on commençait à parler d'un peu plus de choses que de l'alcool, on s'est dit que bon, ça serait bien de pouvoir changer. D'où maintenant cette petite pieuvre qui a servi en fait de campagne publicitaire. Donc on a envoyé des mails à tout le monde en disant voilà, il y a trois possibilités. Donnez-nous votre choix. Et donc ils ont choisi la mascotte pieuvre. Et donc on lui a jeté dans les tentacules un petit peu toutes les choses qu'on peut mettre à la poubelle si on peut. Donc à la fois les joints, les médicaments, l'alcool, les cartes, le téléphone, enfin voilà, tout ce qu'on essaie au moins de diminuer si on peut, en tout cas pour avoir un usage modéré et conscient. Et puis donc après on va vous présenter un petit peu les différentes choses, donc les articles qu'on peut faire. On a un hebdo qui paraît toutes les semaines dans l'entreprise, donc on essaie une fois par mois de mettre une information sur un des sujets donc, dans cet hebdo. On a une grille de cartes aussi, donc qui est destinée aux personnels postés, donc avec toute leur, tout pour toute l'année, ils ont les différents cartes, les différentes lignes de cartes. Donc on crée nous le verso, c'est ça, on crée le verso. Donc en faisant une animation sur un des thèmes des addictions. Voilà, pour que chacun puisse savoir. Donc là, c'est limité aux personnes postées, mais on peut faire d'autres choses pour les gens qui sont à la journée, par exemple. Et puis on essaye de recruter, bien sûr, des nouveaux membres pour assurer la pérennité du groupe et surtout son dynamisme, parce que c'est vrai que ça demande énormément de motivation. Donc du 109, ça fait du bien. Donc ça, c'est un exemple. Tu peux passer au suivant. Ça, c'est un exemple. Donc ce que je disais tout de suite du slide qu'on a du set que l'on a mis donc, dans les plateaux repas. Donc en fait, les gens, voilà, ils avaient la possibilité d'avoir quelques petits messages un peu rapides comme ça sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut passer. Bon, un petit truc sur les idées vraies fausses que l'on peut avoir avec les réponses dessous aussitôt, parce que le but du jeu, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est de savoir ce qu'il en est, donc de pouvoir s'informer. De rappeler quand même le taux d'alcoolémie jeune conducteur, et à chaque fois en disant que 0,2 c'est même pas un verre, il vaut mieux rien, c'est plus simple. Et puis surtout dessous la quantité d'alcool par verre, parce que souvent les gens disent oui, c'est un petit verre, donc ça va bien. En fait, c'est la même chose, hein, c'est le produit de bon alcool, donc quel que soit le verre, il y a une unité dans chaque verre. Voilà, donc bon, 2 verres par jour, mais pas tous les jours. Donc ça, les Américains l'ont découvert à Paris il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je sais pas ce que c'est.
Donc voilà, après, alors ça, là, on va faire une petite démonstration. Donc ça, c'est un verre que l'on a, qu'on appelle le verre de juste dose. Donc c'est une entreprise qui l'a créé, donc on est allé chercher avec, donc on a mis dessus un petit peu notre. Alors vous voyez ce côté, on va parler en fait, c'est un peu derrière. Ah, donc ce verre, comme vous pouvez le voir, il y a les unités, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en bas, on a l'unité de pastis, l'apéritif à 40 degrés, je ne sais pas si vous voyez bien de loin, mais l'apéritif à 18 degrés, le vin de champagne ou le vin normal à 12 degrés, et la bière à 10 degrés en haut, mais attention, si c'est une bière, parce qu'il y a une bière de plus de 5 degrés, ça compte pour une unité à 10, si c'est une bière à 5 degrés, il faut avoir un tout petit peu plus. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a une unité. Donc, une des animations, c'est ça. Donc, on va vous proposer de nous servir un pastis. Vous allez prendre la bouteille et puis vous mettre un petit pastis que vous servez à la maison. Donc, on vous laisse servir. Oui, c'est que le pastis. Voilà. Bon. Ah non, mais c'est bien. Après le pastis, donc vous servez un petit verre de vin. Nous, il y a un petit whisky aussi. Tiens. Pierre, il préfère le whisky, un whisky bancaire. Comme tu le sais à la maison. Voilà. Et puis, moi, je vais prendre un peu de vin blanc. Oui, je vais prendre un peu de vin blanc. Oui, en plus, c'est du vin blanc. Voilà. Et donc, par rapport à ça, maintenant, on va vous faire voir ce que c'est la vraie dose, telle qu'on l'a décrit ici. On a des verres avec de la résine dedans, et donc on peut les mettre à côté et vérifier si vous n'êtes pas trompé dans les doses. Donc le pastis, vous êtes un peu au-dessus quand même. On est d'accord? Le vin, ça va à peu près, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Le vin, il est souvent à la bonne dose à peu près. Et le whisky est souvent hyper surdosé. Alors, là où le verre, c'est une dose. Donc là où le verre intervient, c'est que donc après on met le whisky dedans. Voilà, on transfère et donc on se rend compte. Alors là, je peux vous donner une idée, si vous ne pouvez pas voir de loin. On est au-dessus de l'unité de verre de vin et de champagne. Donc comme on est sur du whisky et que normalement le whisky c'est un apéritif à 40 et quelques degrés, donc on traite sur le plus bas ou le deuxième pour une dose. Donc là déjà de base, en premier verre on en a 3. Comme souvent on prend une rincette, on part avec 6 doses de whisky. Voilà. C'est pas drôle, hein? Et après, on fait la même chose avec le pastis, on se rend compte que le pastis, c'est une unité dedans. Déjà, à l'œil, on voit que on s'arrête dessus. Alors, c'est un peu plus raisonnable. Il y a un pastis et demi. Bon, ça va. Voilà. Mais, quelle que soit la quantité d'eau, il y a toujours la même dose d'alcool, ça c'est net et précis. Pour le vin, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes. Il y a un petit peu plus, mais c'est un peu plus raisonnable. Et voilà, on centilitres à 10. Ouais. Voilà. Et donc, en fait, c'est vrai que souvent, les gens, quand ils servent, voilà, on est plus raisonnable. Quand même, des fois, on a vraiment des doses. Le whisky, on voit bien qu'on passe de 1 dose à 6 doses sur le verre, par exemple. Quand vous considérez que chez vous, vous prenez un apéritif, une recette, puis un verre de vin à table, enfin 2, vous pouvez pas prendre même sur un papier, si ça se passe pas bien, sur la route, on peut se faire enlever, c'est pas une conduire en étant à pied. Donc ce qui est pas mal, c'est de rester chez les copains ou voilà. Tout le monde sur le mort. Après, c'est chacun pour ses responsabilités. Donc vous voyez, ce qu'on veut, c'est vraiment attirer l'attention sur comment ça se passe réellement dans la vie. Est-ce qu'on peut... là, par exemple, on a changé les verres. Il y a quelques temps, on avait des verres plus grands qui étaient plutôt des verres à jus de fruits. Et les gens mettaient vraiment des doses énormes. Donc, c'est aussi de se dire, peut-être juste changer le verre chez soi, ça permet d'avoir une dose un peu plus adaptée que celle qu'on mettait dans des verres qui sont pas adaptés. Les verres de whisky, c'est pareil. Il en existe plus petits. Donc, on n'est peut-être pas obligé de prendre des gros bolets comme ça. Si on a tendance à avoir la main un peu lourde, on peut peut-être les prendre un peu plus. Sachant que quand on sert ça aux copains à la maison, la plupart du temps, nous, on sert bien parce qu'on est généreux. On a des amis, on les aime bien. Donc, on va faire ça, on va pas mettre juste ça dans le verre parce que quand même, c'est des bons copains.
Et nos copains en face n'osent pas trop dire quelque chose parce qu'ils sont invités. Donc, bon. Et résultat, voilà, donc ça c'est des petits trucs qu'on fait comme ça, mais les jeunes aiment bien en règle générale. On a une autre animation qu'on ne peut pas voir ici, et ça vous pouvez la trouver si vous voulez, c'est AXA qui l'a mis en place. Vous pouvez trouver ça sur Internet, hein, c'est un programme à exécuter, à monter. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez des questions pour vous demander si vous êtes un homme, une femme, quel âge, etc. Parce qu'on sait que ça rentre en ligne de compte dans la liste d'alcool, effectivement. Et à partir de là, on va vous dire, voilà, dans une soirée normale ou une soirée en fait, c'est vous qui choisissez, vous prenez un apéritif à quelle heure, combien de temps vous allez mettre pour le boire, à quel moment, à peu près, vous pensez que vous prenez une rincette. Est-ce que c'est une demi-heure après, une heure, un quart d'heure, c'est vous qui voyez. Et puis après, est-ce que vous ne mangez pas? Est-ce que vous prenez du vin à table? Est-ce que vous prenez un verre, deux verres, un demi-verre? Et puis un peu de champagne peut-être à la fin parce que c'est un anniversaire, et peut-être une goutte parce que vous avez l'habitude, peu importe. Et en fait, avec tout ça, à la fin, une fois qu'on dit bon, c'est le repas est terminé, on clique et on se retrouve avec l'alcool, la courbe d'alcoolémie, qui monte et qui redescend évidemment, mais qui monte beaucoup plus vite qu'elle ne redescend. Et donc, nous, par exemple, ça nous permet de dire aux gens, vous voyez, quand vous allez à un baptême, par exemple, au week-end, le dimanche midi, souvent les gens reviennent pour finir la soirée et les bouteilles qui restent, bien évidemment. Et lundi matin, quand vous arrivez prendre votre poste à 4h ou à 5h du matin, vous avez encore de l'alcool dans le sang. Et donc, si à ce moment-là, vous avez une décision importante à prendre parce que ces jours où il va y avoir un accident ou je ne sais quoi, est-ce que vous serez en état de prendre une décision en connaissance de cause et qui soit en condition de sécurité et pour vous et pour les autres? C'est tout, c'est juste une question qu'on pose. Après, vous voyez ce que vous avez à faire. Donc, pensez-y la prochaine fois. Je me permets, c'est pas une question. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté sur l'alcool? Est-ce que vous pouvez aller parler en micro? Oui, il en reste. Qu'est-ce qui fait qu'on est resté sur l'alcool? Parce que c'était plus facile, en fait, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas du tout. Non, et ce que je veux dire, c'est que votre groupe, c'est très bien l'atelier, et on a parlé ce matin pour les médicaments, pourquoi les ateliers ne sont pas faits, pourquoi pour les drogues qui sont aujourd'hui cumulées avec de l'alcool, vous ne pouvez pas le faire, peut-être, je ne sais pas, moi je pose la question, parce que c'est aussi important de savoir qu'aujourd'hui, le mariage des substances, et ça s'appelle un cocktail aujourd'hui. Donc, effectivement, comment on peut faire de la prévention et croiser cette prévention et l'élargir comme vous le faites avec que l'alcool? Alors justement, au départ du groupe, on n'a pas du tout attaqué le problème de l'alcool. On a commencé par le premier thème qui était le tabac. Pour que le groupe soit un peu à lui. On n'a pas attaqué par l'alcool du tout. Et c'est après qu'on a commencé à travailler sur le sujet de l'alcool, de la drogue. Après l'alcool, ExxonMobil avait une histoire aussi avec l'alcool, qui s'appelle ExxonMobil. Si je peux me permettre, l'alcool, c'est le seul produit pour lequel on ait des doses de sécurité et on puisse utiliser. Si on prend les stupéfiants, le seul support qu'on peut avoir, c'est de montrer les tests de dépistage. Tests salivaires, pas proposés aux gens. C'est-à-dire qu'on manque de support. Alors, si le seul support, ce sont les lunettes qui sont censées nous montrer l'alcoolémie et l'effet des substances, avec l'effet des substances, je suis toujours enfin bon. Mais on manque. Je crois que ça pose la question. Si tu me permets, je vais me permettre. Je pense que ça pose la question de l'approche de la consommation, je dirais du cannabis, qui est quand même le produit le plus utilisé parmi les stupéfiants, où moi je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore réussi à se déterminer s'il y a un seuil de dangerosité ou pas, s'il y a vraiment la résurgence du produit consommé il y a une semaine, parce qu'on est dans le flot au niveau de la sécurité. Au niveau des médicaments, en dehors d'en parler dans un atelier, et de donner quelques conseils, par exemple, on ne devrait jamais utiliser pour la première fois un médicament lorsqu'on est dans une activité opérationnelle. Parce que c'est là, la première fois, que vont éventuellement survenir les effets secondaires indésirables. En fait, moi je me souviens pendant un temps, j'avais des petits modules
pour intervenir en entreprise, que j'avais intitulé par provocation Comment consommer en toute sécurité en milieu professionnel. Et ce qui permettait, et en fait, la seule sécurité qu'on peut dire, sauf si on est un conducteur récent et si on conduit un véhicule de transport en commun, c'est une dose d'alcool toutes les 2 heures. Puisque globalement, une dose d'alcool, ça donne 0,20, 0,30. Donc si on est un conducteur de plus de 3 ans, etc. Mais pour le reste, on est en grande difficulté. Je partage votre point de vue. Je dirais, voilà, une des raisons pour lesquelles, et puis quand même, je le redis, hein, c'est quand même l'alcool qui est le produit le plus consommé. Mais, quand on parlait ce matin des tests de dépistage pour les stupéfiants, la durée de présence n'est pas la même si on utilise un test salivaire ou un test urinaire. Donc, si on faisait demain matin un test stupéfiant à l'ensemble des salariés de France, je serais curieux de connaître le pourcentage de positifs qui seraient repérés. Par exemple, le cannabis, c'est un peu un des grands mystères qu'on fait comme si c'était pas. Vous avez mieux que moi l'expérience de ce qui se consomme dans les entreprises. Je pense qu'il est quand même relativement, peut-être pas présent dans l'entreprise, mais il fait partie de la vie de bon nombre de salariés par des consommations en dehors du temps de travail, des repérages sur le temps de travail. Oui. Je disais aussi, c'est qu'on parle de cocktail. Quand on parle de cocktail, c'est l'assemblage de ces multiples stupéfiants, des médicaments, personnes dépressives ou qui, en phase de décrochage, doivent prendre des médicaments. On peut avoir encore des restes aussi dans le corps, dans le sang, de substances illicites. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit quand même des jeunes, par exemple, on parle de l'alcoolémie chez les jeunes, en dehors du temps de travail, qui est des fois très violente et très tôt, et mixé aussi avec des produits qui sont quand même aujourd'hui plus accessibles malheureusement à la classe travailleuse. C'est un des rares domaines où l'inflation n'est pas galopante. Oui, je voulais justement dire, effectivement, aujourd'hui, il y a de la polyconsommation et que, en tout cas, les chiffres normands rejoignent les statistiques nationales qui sont 3 consommations principales pour un seul individu. Et vous direz si vous avez les informations, mais c'est tabac, alcool, cannabis, essentiellement. Et qu'au travers des ateliers que j'ai pu mener, des accompagnements qu'on peut faire dans la RACT, on voit que la cocaïne et le crack sont aujourd'hui consommés par finalement toutes les catégories socio-professionnelles. Voilà, je ne vais pas entrer plus dans les détails, mais voilà. Ouais, pour reprendre, donc quand on parle de juste dose, donc par rapport à l'application qu'on peut trouver donc, chez cet assureur-là, c'est intéressant quand on fait cet exercice-là, c'est vous voyez à quelle vitesse le taux d'alcoolémie monte, et à l'inverse, le temps qu'il faut, sachant que tant qu'on boit un peu d'alcool pendant 1 heure, ça fait si on prend un verre, 1 heure après on en prend un autre, on additionne, on n'a pas encore diminué. Il faut au minimum 1 heure pour commencer à voir la courbe s'inverser. Et c'est vraiment une pente douce. Hein. Il faut des heures et des heures pour arriver à éviter tout ça. Le foie du travail. Oui. Pour finir de répondre à votre question, c'est vrai que là, on a pris ce thème de l'alcool parce qu'on ne pouvait pas amener tout aujourd'hui. On a aussi un circuit que l'on met au sol avec un parcours et donc des lunettes qui vont simuler la fatigue, puisqu'on a des gens qui travaillent des fois longtemps sur des réparations, des choses, des accidents. Enfin, donc pour voir quand on est fatigué, en fait, ça a le même effet que la consommation de cannabis ou des choses comme ça, par exemple. Donc on a aussi des lunettes pour le cannabis. Alors je ne cacherai pas qu'on les utilise de moins en moins, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais en fait les gens ont l'impression que normalement, on peut s'y penser que c'est trop productif, on arrête. Il faut aussi se dire que ce parcours-là, il est très enfantin, j'allais dire, dans le parcours, et donc en fait on a souvent les enfants qui viennent et qui amènent leurs parents. On en profite bien évidemment pour délivrer le message au passage. Sauf que les enfants, ils essaient des lunettes et en fait, ils ne sont pas à la même hauteur dans les masques.
Et eux, ils voient bien avec de la cocaïne dans le ventre et tout, ils voient tout très bien. Donc, on a un peu embêté les enfants aussi. Bon, par contre, ce qui est très drôle, c'est qu'on voit les enfants qui font pas sans problème, et quand les parents essayent, alors eux, ils mangent sur le mouton, ils traversent l'école maternelle, ils s'écrasent tout le monde dans l'hôpital. Enfin bon, voilà, sur le bord du parcours, quand les enfants sont très équilibrés, par contre, leurs parents conduisent mal. Donc voilà. Ça, c'est pas l'anecdote, mais voilà, on fait aussi des choses comme ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que, comme on disait, on n'a pas de critères bien fixes pour les autres produits. Donc c'est souvent, c'est dans la conversation, en fait, selon ce qui nous est apporté. On ne va pas discuter de tout et de rien avec les gens qui ne se sentent pas concernés. Mais quand on commence à entendre parler, on rappelle qu'il y a les petits logos, les petits triangles rouges, orange et jaune. Ça, c'est important, c'est un critère. Mais faites attention quand vous avez ce genre de médicaments, et selon votre métier, faites attention, parlez-en à votre médecin, parce que ça peut avoir une incidence. Comme disait Eva, peut-être commencez pas ça lundi matin quand vous bossez, attendez peut-être le samedi, vendredi soir, enfin, on ne concentre pas en même temps, parce que les deux font un mauvais ménage. Enfin voilà, c'est des messages qu'on délivre au fur et à mesure, bien évidemment on en parle, mais on n'a pas effectivement de choses bien spécifiques, parce que ça n'existe pas en fait, tout simplement. Mais dans la discussion, oui, bien sûr, on aborde ça. Est-ce que c'est aussi simple d'aborder ces questions-là que l'alcool, parce que l'alcool, socialement, elle est admise dans notre société, alors que les drogues illicites sont moins admises, même si elles tendent à être admises de plus en plus. Alors, moi, je répondrai simplement, je pense que ça, c'est vraiment une question de personne. Moi, je suis très à l'aise pour parler de tous ces trucs-là, ça ne me gêne pas. Les gens en parlent, s'ils en parlent, on en parle. S'ils n'en parlent pas, on lance un peu la perche, si ça ne prend pas, c'est que c'est pas le moment. Donc, voilà. Mais des fois, ils restent à côté, ils entendent parler à ceux qui viennent d'après. C'est pareil, ils sont là pour entendre. Donc, voilà. De toute façon, le message, à un moment donné, si vous avez entendu, il est entendu. Pareil pour les informations qu'on met par écrit, hein. Il y en a qui lisent ou qui ne les lisent pas, il y en a qui les utilisent, qui viennent nous revoir. Enfin, chacun entend. Nous, on se dit qu'on a porté une petite graine, le jour où elle va germer, elle germera. Et on arrose de temps en temps. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, ce matin, c'est la personne qui a décidé de ce qu'elle prend. Voilà, donc ça c'est pour les verres. Alors d'ailleurs, on a besoin d'un verre, si vous voulez en prendre après, n'hésitez pas, c'est cadeau. On vous parlait de mes parutions, voilà, donc on a un livre d'eau, donc ça c'est le genre de document qu'on peut mettre à peu près une fois par mois pour que les gens puissent avoir un peu d'informations sur des sujets divers et variés, et chercher l'information aussi par eux-mêmes, s'ils n'ont pas envie d'en parler avec nous. C'est aussi leur donner cette possibilité-là. J'en parlais pas mal parler, je pense que ça fait un peu des réactions sur ce qu'on était en train de dire, parce que c'est souvent comme ça qu'on voit que ça a tout notre but. C'est qu'on ne se écoute plus, mais on est en train de parler entre nous. Donc souvent, c'est parce que ça fait écho. Alors ça, c'est les illustrations de grilles de carte. Donc ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que de l'autre côté de la grille de carte, on a ça. Ce que l'on sait, en fait, c'est que les grilles de carte, les gars, en fait, ils connaissent leur ligne de carte. Donc, par contre, ils les ramènent à la maison pour que leur femme, elle sache qu'elle se mène, ils travaillent, etc. Et à la maison, ça, les enfants les voient, les ados les voient, les familles les voient, et on peut en discuter en famille. Et c'est un peu le but du jeu. C'est que ça reste pas que dans l'entreprise, mais que ça puisse aussi commencer à préparer les générations suivantes. Donc avec les informations qu'on a là, au moment où on les a, hein, donc au fur et à mesure de l'évolution de la législation, on renvoie aussi notre copie. Voilà, en gros, ce qu'on pouvait vous donner sur notre groupe, hein, en espérant que ça peut vous donner des idées pour peut-être les mettre à exécution chez vous aussi. Donc, pour finaliser, je voulais juste vous faire un point avec vous au niveau. La CFDT, elle est présente avec les mandatés dans toutes les instances qu'il y a qui demandent d'avoir les organisations syndicales. Donc ici, au niveau de la santé, nous avons, lié à la santé, on a la médecine du travail. Donc nous avons les mandatés, qui aujourd'hui ont une nouvelle organisation au niveau de la médecine du travail. Donc on essaie d'accompagner les mandatés qui sont médecine du travail, les commissions de contrôle ou le conseil d'administration pour l'application vraiment de la réforme de la santé. Nous avons également, lié aussi à la santé, nous avons au niveau du CTR, c'est les comités techniques. Donc je vois que nous avons 8 mandatés qui sont là. Je pourrais célébrer les mandatés du CTR qui sont présents. Je crois qu'il y a Jean-Luc et Miguel qui sont là. Donc, sont les mandatés qui siègent à niveau de la CACSAT, touchent ici les comités techniques.
Nous avons aussi au niveau de la RACT, nous avons les mandatés. Donc, vous savez que la RACT, il y a un mode de fonctionnement qui c'est vraiment au niveau des partenaires sociaux. Donc, nous avons aussi des mandatés de la RACT qui sont présents. Je crois qu'ils sont déjà répartis. Donc, nous avons au niveau de la RACT, médecine du travail, la RACT, CTR, et au niveau du CROT, comme je vous avais dit, c'est là qu'on travaille toutes les stratégies au niveau des orientations en matière de la santé au travail pour les salariés. Et c'est là qu'on définit et qu'on essaie d'articuler tout ça. Et pour finaliser, nous avons notre cellule de souffrance au travail qui est là. Et je remercie énormément, il faut remercier le gouvernement pour la réalisation de ce colloque. La commission du travail qui est encore là. Merci beaucoup à vous. Donc, ils ont géré toute cette partie-là. Myriam, est-ce que tu veux parler un petit peu de la cellule? Donc, je laisse Amélie pour parler un petit peu de notre cellule. Oui, je vais faire rapide. Voilà, donc, la cellule souffrance au travail, elle est régionale, elle est interprofessionnelle. Elle existe depuis plus de 20 ans. À l'origine, c'était un élu, oui, les TDS, Pierre, hein. Les TSG, oui, Pierre Marquis, qui était secrétaire général du syndicat, il a été confronté à une problématique de harcèlement au sein de l'entreprise. Et il s'est dit, en fait, il n'y a rien qui est proposé sur des thématiques comme ça pour aider les salariés. Donc, du coup, ils ont fait au sein de son entreprise, ils ont commencé par faire une cellule sur tout ce qui était harcèlement moral. Ensuite, de l'entreprise, c'est devenu au sein du syndicat Chimie Énergie. Après, donc c'est Pierre Marquet qui est le père fondateur, comme on dit. Après, Pierre Michaud, il fait partie des plus anciens de la cellule et il est très investi, surtout sur le secteur de l'art. Donc, du coup, après, c'est devenu interprofessionnel, parce qu'en fait, il y avait des gens qui les sollicitaient, qui venaient du public, du privé, de toutes les branches. Et donc, du coup, c'est devenu une commission souffrance au travail à l'époque de Muri Haute-Normandie. Au moment de la fusion Basse-Normandie, en fait, on a un petit peu des irréductibles, donc on a préféré être attaché à la commission santé au travail, et donc rattaché sous l'égide de Maria. Et donc, on est devenu une cellule souffrance au travail à ce moment-là. Donc, on est plus sur la Haute-Normandie, comme on a des bars normands qui nous ont rejoints, et il y en a encore qui sont, qui tapent à la porte pour nous rejoindre. Donc voilà, donc on rencontre, alors on n'a aucun fonds, on n'a aucune responsabilité morale ou quoi que ce soit. Donc on ne peut pas rester en justice ou ce genre de choses, on est juste un outil. Donc on n'est pas là pour faire à la place du salarié, on est là pour l'accompagner, pour essayer de l'aider. On travaille avec les avocats qu'on réseau avec, que ce soit Michel, Éléonore ou Géraldine que vous avez vu ce matin. On travaille souvent avec eux, donc des fois on leur adresse des salariés, des fois c'est eux qui nous les envoient. On a aussi une psychologue du travail, Fanny Cotard, qui participe au travail de la cellule. Et alors, après, il y a des sociologues, des agronomes aussi qui nous connaissent. Donc, après, il y a bouche à oreille, donc on peut être sollicité aussi par des syndicats, on peut être sollicité pas mal de bouche à oreille quand même. Et puis, voilà, donc on n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour aider, soutenir, accompagner. Et voilà, tout ce qui est juridique, de toute façon, c'est un dossier là, c'est le syndicat, c'est pas nous. Et puis, il faut travailler en bonne intelligence. À la CFDT, l'avantage, c'est qu'il y a tout un réseau et qu'il ne faut pas hésiter non plus à le solliciter en cas de besoin.
Bon, bonjour à toutes et à tous. J'ai appris des choses et je vous garantis une chose, c'est que le petit gobelet, la prochaine soirée avec mes amis, je vais le sortir juste pour voir les réactions. Avant tout propos et pour être un petit peu plus sérieux, j'excuse Michel, notre secrétaire général, qui est souffrante depuis maintenant 2 semaines et demie. Alors, comme on a du mal évidemment à lui dire de se reposer, elle continue ses activités, mais enfin, on essaye aussi de se répartir les réunions comme on peut, et voilà, on essaye au maximum d'être tous les deux présents dans les différentes sollicitations et réunions, mais là aujourd'hui, c'était vraiment difficile. Bon, c'est encore une belle journée qui s'est tenue aujourd'hui à Grand-Quevilly, sur un thème important qui nécessite aux syndicalistes de s'en emparer. Évidemment, dans l'ensemble de la commission exécutive de l'URI, je remercie énormément Maria, en charge du dossier santé au travail, ainsi que les militants rouennais, la cellule souffrance au travail, et puis aussi, je remercie l'UP de Rouen-Elbeuf, les partenaires, les intervenants et le réseau avec, et aussi, faut le rappeler aussi, la municipalité qui nous a fait le plaisir de nous accueillir ici. Et donc, merci à toutes et à tous. Une belle salle chargée d'histoire. L'histoire, vous savez, est toujours au cœur de notre action militante et malheureusement, les ordonnances réformant le dialogue social dans les entreprises ont mis un frein, voire arrêté totalement l'émission de nos mandatés dans les CHSCT. Vous l'aurez compris, pourquoi je reviens là-dessus, parce que pourtant, bien que tous les élus CSE soient des présenteurs dans les entreprises, ça a été dit tout à l'heure, ou que certaines entreprises ont créé des C2SCT, nous notons quotidiennement de nombreux trous dans la raquette sur l'addiction au travail et ses différentes formes, qui aujourd'hui, mieux que des militants et des spécialistes au cœur du travail, peuvent sensibiliser, prévenir ou encore agir. C'est pourquoi, je vous le rappelle, dans chaque réunion c'est dit et vous nous interpellez là-dessus, et donc là je me fais un petit peu le porte-parole de la Confédération. Il n'y a pas une seule réunion nationale où nos représentants nationaux ne portent pas la demande de revoyure des ordonnances Macron. C'est important de se le redire, parce que, bien souvent, on est interpellé sur qu'est-ce que vous faites les uns et les autres, qu'est-ce que fait la Confédération sur le sujet. Pas une réunion, on ne porte pas la demande de revoir et de réimplanter à minima des CDHSCT tels qu'on les a connus dans l'ancien monde. Sur les usages et types d'addiction, alors ça a été évoqué aussi à un moment de la journée. Nous devons aussi réfléchir à la généralisation du télétravail et les problématiques liées à la déconnexion des salariés. Si les équipes CFDT négocient régulièrement des accords télétravail, forfait jour, etc., nous devons également assurer le service après-vente qui, trop souvent, entraîne d'autres types de dépendance ou de solitude individuelle. Nous savons que vous œuvrez quotidiennement sur ces items, mais il semble nécessaire aussi de se le dire et de travailler ensemble sur des revendications pour les travailleurs et travailleuses. Beaucoup d'équipes sont actuellement en campagne électorale. Ce sera évidemment mon prochain mot. La CFDT joue sa première place sur ce dernier trimestre. Les premiers signaux sont positifs, mais ce serait manquer de respect évidemment aux équipes actuellement en campagne ou être pas assez prudent que de se réjouir avant même la fin du film. Parce que si les résultats sont plutôt bons, il ne vous aura pas échappé qu'on a un gros sujet sur la participation dans les entreprises, que ce soit dans le public comme dans le privé. Et ça, je vous rappelle simplement pourquoi je vous fais ce focus là-dessus, parce que la mesure syndicale nationale, et comme régionale d'ailleurs, elle se chiffre avec le nombre de voix dans les scrutins. Donc c'est important quand même de vous le dire, et
vous dire aussi qu'il est important, à mon sens, dans ces scrutins, pour les équipes syndicales CFDT sur le terrain, de voter et faire voter CFDT. Et je le dis régulièrement, mais je vous le redis, voter et faire voter les équipes pour la CFDT, c'est aussi bien en interne au sein de l'entreprise qu'en externe, dans nos cercles privés, avec nos amis, avec notre famille et compagnie. Vos 10 IUP et les membres de la commission exécutive de l'URI sont à votre disposition pour vous aider, que ce soit pour aller rencontrer les équipes, et on y est, vous le savez, toutes les semaines en ce moment, mais également pour vous aider à réaliser vos affiches, vos tracts et compagnie. N'hésitez pas à nous solliciter. Enfin, bon, je vais pas faire trop long, hein, mais nous sommes au 3e événement d'ampleur Bury Normandie de cette fin d'année. Après ce colloque et colloque juridique, ainsi que l'Agora Protection Sociale de la semaine dernière, il nous restera le rassemblement jeune du 14 décembre prochain. Inscrivez-nous des militants de moins de 35 ans. Nous arrêtons les inscriptions mercredi. Hein. Alors, voilà, une fois que j'ai fait ma pub, j'ai plus qu'à vous dire à vos textos. L'URI Normandie et ses 30 000 adhérents, je pense qu'ils peuvent être fiers à la fois de ce qu'on a fait ces derniers temps ensemble, mais également des intervenants et partenaires de qualité qui nous font l'honneur à chaque fois et le plaisir de partager avec nous. Un petit mot, car on est en phase d'expérimentation de la vidéo. Hein, on avait diffusé en direct le colloque juridique, juste pour peut-être vous donner quelques chiffres. Le colloque juridique en direct et en replay, ça a rassemblé 2000 personnes. Ce qui a fait que on a décidé aujourd'hui avec Maria de reproduire, de renouveler l'événement, parce que initialement, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on expérimentait sur le colloque juridique et sur l'AG de mi-mandat qui aura lieu l'année prochaine. Bon, là, on voit qu'il y a une demande et des nouveaux canaux de diffusion. Donc, il faut qu'on réponde à cette demande, et donc on va progressivement généraliser en s'améliorant au fur et à mesure, comme on le peut. Aujourd'hui, alors ce matin, j'ai regardé en direct, on était 200 personnes. Donc bon, après, vous avez aussi le replay et puis certaines personnes aussi qui reprennent des séquences et compagnie. Voilà. Enfin, grosso modo, on est sur quelque chose qui était mis en place par la Confédération depuis quelques années maintenant, quelques mois, quelques années. Mais on était une des premières jurys à tester. Vous avez pu voir cette semaine, la semaine dernière plutôt, que d'autres jurys ont voulu tester l'expérience. Donc, franchement, on est content du résultat. Ces colloques permettent au grand public, à mon avis, de découvrir une autre forme du syndicalisme. Ils permettent aux travailleurs et travailleuses de voir l'expertise de l'organisation syndicale et de ses militants vis-à-vis de sujets sociétaux. Enfin, à mon avis, ils participent aussi activement au développement et au renforcement de la CFDT en Normandie. 76 000 personnes ont rejoint la CFDT depuis le 1er janvier. Si la mobilisation a permis évidemment de participer activement à ce chiffre, je pense aussi que c'est notre action, votre action de tous les jours qui permet d'avoir cette dynamique. Cette vague d'adhésion, nous devons surfer dessus, mais nous devons aussi, avant tout, tous ensemble la maintenir au haut niveau que mérite notre organisation syndicale. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon retour. Je sais pas s'il y en a qui viennent de plus loin que moi, mais enfin, c'est pas bien grave. Il suffit pas d'habiter loin pour avoir un accident. Mais en tous les cas, merci à toutes et à tous. À bientôt et belle soirée à tous et à tous.